Bonjour Nicolas. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bon, cette fois, c'est le 4e et dernier épisode de notre web-série sur la cybersécurité. Aujourd'hui, on va vous apprendre à protéger vos données, puisque vous l'avez vu au cours de ces différents épisodes, elles sont ultra sensibles, elles sont très importantes et elles vous définissent. Donc il faut qu'on arrive à les protéger du mieux qu'on peut, surtout vous a priori. Voilà, donc aujourd'hui, on va reparler de mots de passe, de comment sauvegarder vos données, de stockage différents, notamment de cloud, pare-feu et antivirus, des mises à jour, de sécuriser les réseaux, et puis d'encrypter ou chiffrer ces données, vous allez le voir plus tard. Voilà. Donc en fait, vous l'avez vu, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, les données sont maintenant très sensibles et elles vous définissent. Donc il est vraiment important de les protéger. Et puis, voilà, l'idée de ce dernier épisode, c'est de vous donner les clés pour réussir à faire mieux, entre guillemets, parce qu'il y a sans doute des choses que vous faites déjà très bien aujourd'hui, mais à faire mieux et à protéger au mieux vos données dès demain. Donc on va commencer. Nicolas va vous expliquer comment choisir un bon mot de passe. Merci Anaïs. Alors on l'a vu, on a déjà parlé dans l'épisode 2, tous les services en ligne maintenant nécessitent que vous ayez un identifiant et un mot de passe. Donc un utilisateur classique aujourd'hui a entre 100 et 150 comptes différents sur Internet et il doit les protéger avec un identifiant en mot de passe. Malgré tout ce que l'on entend dans la presse régulièrement, on sait aujourd'hui que 52% des utilisateurs du réseau mondial utilisent le même mot de passe pour l'ensemble des services, ce qui est quand même un petit peu dangereux. On sait aussi, et c'est pire, que 38% des personnes qui ont été attaquées, qui ont été piratées, continuent à se servir du même mot de passe unique qu'ils utilisaient avant l'attaque. Donc vous imaginez bien que les pirates vont s'en donner à cœur joie. Donc un petit rappel, on en a déjà parlé, mais un petit rappel, d'après la CNIL, un bon mot de passe doit contenir au minimum 12 caractères, parmi lesquels des majuscules, des minuscules, et des chiffres et des caractères spécifiques. Et évitez bien évidemment, de contenir des informations personnelles qu'on pourrait récupérer sur vos réseaux sociaux, que vous nous aurez mis à disposition, telles que votre date de naissance, le nom des animaux domestiques, le nom de votre belle-mère, etc., etc. Donc on vous parlait tout à l'heure de mots de passe sécurisés. En fait, on vous a trouvé un outil que propose la CNIL, c'est un générateur de mots de passe. Donc vous allez le retrouver sur leur site en ligne, on vous a mis le lien juste sur la diapo. En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que la CNIL vous propose de choisir une phrase que vous retiendrez assez facilement. Vous saisissez votre phrase et ils vont vous générer un mot de passe sécurisé avec des majuscules, des caractères spéciaux et puis des chiffres. Vous allez voir, du coup, ça vous permet de simplifier un petit peu cette corvée parce que c'est vrai que quand on nous demande de créer et de mettre un mot de passe sécurisé, c'est pas toujours simple. Et puis c'est encore moins simple de les retenir, surtout quand, comme on vous l'a dit, on est à peu près à 150 mots de passe, puisqu'on utilise à peu près 150 comptes différents sur Internet. Donc maintenant, pour stocker les mots de passe, du coup, Nicolas va vous expliquer quelle solution nous avons. Donc si on écoute ce que nous a dit Anaïs, on a un mot de passe bien sécurisé grâce à la CNIL, et si on écoute ce qu'on disait à l'épisode 2, il faut un mot de passe et un identifiant donc par site. Donc vous allez être obligé de retenir à peu près 100 à 150 identifiants mots de passe, extrêmement compliqué. Bien évidemment, c'est impossible à faire. Donc pour ça, sachez qu'il existe des coffres-forts numériques. Ce sont des applications que vous trouvez sur téléphone, tablette ou sur ordinateur, qui vous permettent en fait de stocker l'ensemble de vos mots de passe dans un coffre-fort. Alors comment ça fonctionne ? Comme un vrai coffre-fort dans la vraie vie. À savoir, il vous faut une clé pour entrer dans le coffre-fort et après vous avez tous vos objets dedans. Donc là, l'idée du coffre-fort, c'est de mettre un mot de passe très complexe pour ouvrir votre coffre-fort. Et une fois qu'il est ouvert, vous avez accès à tous vos différents comptes dedans. Comment ça fonctionne ? Dès que vous éteignez votre périphérique ou dès que vous redémarrez votre ordinateur, automatiquement il se ferme. Vous pouvez également le configurer pour que chaque soir, le coffre-fort se ferme automatiquement et être obligé de le rouvrir tous les matins. Deux types d'accès que nous vous recommandons d'un point de vue personnel. Il existe des outils tout simples comme KeePass qui fonctionne très bien, qui est également un outil qui est recommandé par l'ANSSI. Ce logiciel-là permet donc de stocker tous vos mots de passe et également vos numéros de carte bleue. Le petit plus, c'est qu'il peut interagir avec vos navigateurs, que ce soit Brave, Safari, Mozilla Firefox ou les logiciels Microsoft. Et ça veut dire que quand vous allez sur un site, il vous propose automatiquement de pré-remplir l'identifiant mot de passe pour vous. Pourquoi ? Parce que votre coffre-fort est ouvert. Pour les professionnels, on recommande le même outil, KeePass. Mais si vous êtes travaillé en équipe ou en travail collaboratif avec plusieurs groupes d'utilisateurs,
on vous conseille des logiciels comme Keeper qui vont vous permettre de hiérarchiser et surtout d'organiser les identifiants mots de passe par groupe d'utilisateurs ou par groupe, par exemple pour la comptabilité, pour la production, etc. Du coup, maintenant, si on parle de sauvegarde des données, la première notion de sauvegarde, la première façon de les sauvegarder, ce serait physiquement. C'est-à-dire, oui, votre ordinateur, quand vous produisez des données, il va les enregistrer automatiquement sur son disque dur interne. Pour avoir des données sécurisées, pour être sûr que si jamais vous avez un souci avec votre PC, vous puissiez les récupérer en cas de problème, vous allez pouvoir les stocker de manière externe. Donc par exemple sur un disque dur externe de manière personnelle. Vous allez en tant qu'entreprise pouvoir stocker sur des serveurs. Alors par contre, voilà, c'est des choses qui demandent un coût et un entretien qui est un petit peu différent. Donc souvent on fera appel soit à des prestataires, soit à des services internes informatiques. L'avantage en fait, c'est que ces systèmes sont faciles à prendre en main puisqu'il vous suffit d'envoyer vos données vers ces systèmes de stockage physique assez régulièrement pour que vos données soient protégées, soient stockées. Et puis c'est assez facile à acheter puisqu'un disque dur externe aujourd'hui on en trouve partout dans le commerce. Ce qui va être un petit peu plus embêtant, c'est que forcément c'est un outil, donc les outils deviennent obsolètes au bout d'un certain temps et effectivement leur durée de vie elle est limitée. Donc il va falloir les renouveler, penser à faire des sauvegardes aussi régulières, donc ça fait des dépenses pour les entreprises de maintenance et d'équipements supplémentaires. On ne peut que vous recommander de ne pas utiliser les clés USB comme support de sauvegarde, puisqu'effectivement, c'est vraiment utilisé pour un échange de données temporaire, mais c'est vraiment pas quelque chose de sécurisé qui vous permette de sauvegarder les données dans le temps. Voilà, donc l'idéal, c'est d'utiliser plusieurs disques durs de sauvegarde par mois ou par semaine, et puis de sauvegarder vos données sur quelque chose qui reste, par exemple, chez vous à la maison. Alors, on vient de voir qu'on peut stocker nos données et les sauvegarder sur des disques durs externes. C'est très bien, ça fonctionne bien. C'est la solution peut-être la plus simple, mais peut-être la moins pérenne. En sachant qu'on a la possibilité de mettre en place des serveurs, des petits serveurs qu'on appelle des NAS, c'est-à-dire, c'est un jargon, un anglicisme, mais Network Attached Storage, mais qui permet en fait de centraliser les données sur un support, sur un matériel qui est fait exclusivement pour ça. C'est-à-dire sur une sorte de petit ordinateur sur lequel vous allez stocker vos données. Le gros avantage, c'est que si vous avez plusieurs ordinateurs, en fait les données elles sont stockées toujours au même endroit, c'est-à-dire sur cet ordinateur-là. S'il est bien configuré, il vous sert de stockage, mais il vous sert également de sauvegarde, ce qui sont deux choses quand même un petit peu différentes. Les avantages du NAS par rapport au disque dur externe, au simple disque dur externe, c'est qu'il va être accessible pour tous les périphériques, téléphone, tablette et ordinateur. Il va être flexible, c'est-à-dire qu'il va être capable d'évoluer. Généralement, ce sont des boîtiers qui permettent d'héberger 2, 3, 4, 5, 6 disques durs. Vous pouvez commencer avec un ou deux disques, et puis au fur et à mesure de vos besoins, vous pouvez changer les disques en mettant des disques plus gros ou augmenter le nombre de disques durs. Il sera beaucoup plus performant qu'un disque dur externe. Il va vous permettre à plusieurs personnes de venir simultanément chercher des données, donc ça permet les partages, et également une configuration qui est relativement simple. J'insiste sur un point, il faut qu'il soit configuré bien évidemment comme périphérique de stockage, mais que vous le configuriez pour qu'il fasse en lui-même des sauvegardes régulièrement des données que vous avez posées dessus. Encore une fois, on insiste, le stockage n'est pas une sauvegarde, il faut faire attention à ça. Autre façon de sauvegarder les données, vous avez le cloud. En fait, c'est un système de stockage en ligne, c'est un moyen de sauvegarder des données numériques aujourd'hui qui est le plus en vogue. Vous pouvez enregistrer, conserver vos données sur des serveurs mutualisés ou privés d'Internet. En gros, ce sont des gros NAS qui sont stockés sur Internet. En fait, aujourd'hui, de nombreuses entreprises, des professionnels et même les particuliers, parce que vous allez le voir, vous avez, je pense, autour de vous plein de propositions de stockage cloud par des applications que vous pouvez utiliser, font le choix de ce stockage parce qu'en fait, il réduit considérablement les dépenses liées à la gestion des données. Bah oui, parce que vous n'avez plus besoin peut-être de stockage physique, de serveurs. Il n'y a pas besoin de s'y connaître puisque c'est assez simple. Vous prenez en gros, vous prenez un abonnement en fonction de vos besoins de stockage et puis vous pouvez le faire évoluer en fonction de vos besoins personnels ou professionnels. Et puis on vous le disait, hein, donc les dépenses sont vraiment réduites puisque c'est le prestataire externe qui s'occupe de son stockage et de maintenir en état ses serveurs à lui.
Voilà, vous allez, on vous le disait, enfin, voilà, choisir des offres complètement variées en fonction de vos besoins et les augmenter en fonction de la croissance de votre activité ou société. Ce qui est super intéressant, c'est que les documents restent accessibles partout et tout le temps. Notamment avec le télétravail, ça permet d'avoir accès aux données depuis son domicile, aux données professionnelles de l'entreprise. Alors par contre, le revers à tout ça, c'est que en termes de sécurité, c'est peut-être moins, c'est un petit peu plus léger que des stockages physiques qui vont être opérés par un système informatique dans votre entreprise. Ce qui est important à retenir, c'est que vous devez chiffrer toutes vos données. Vous devez également faire attention au choix de prestataire. On vous l'a dit dans les précédents épisodes, vous l'avez bien compris, c'est-à-dire que stocker ces données aujourd'hui en Union européenne ou en France n'est pas la même chose que stocker ces données avec des entreprises qui, elles, vont les stocker à l'étranger comme aux États-Unis. La loi RGPD, qui protège les stockages de données en Europe et en France, protège bien vos données et ça empêche les entreprises de les utiliser pour ce qu'ils souhaiteraient en faire. Elle reste bien personnelle, on va dire. Voilà. Comme pour le NAS en fait qu'on héberge, le cloud c'est pas une sauvegarde mais c'est du stockage. Donc c'est vraiment important de faire la différence. Il convient donc d'effectuer des sauvegardes de ces données que vous stockez dans le cloud et de les sauvegarder à part. Donc en gros, voilà, on peut se demander quel outil pour quel usage. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'usage pro, nous vous conseillons plutôt d'utiliser un NAS de l'entreprise qui doit être lui-même sauvegardé en local et sur un autre serveur ou stocké en ligne. Et puis pour un usage perso, alors après, l'idéal, on sait que ce n'est pas toujours évident, mais l'idéal, ce serait d'avoir un disque dur pour stocker vos données, même si vous voulez un disque dur chiffré ou sur un NAS surtout. Le disque dur chiffré, c'est super important. Et puis, il faudrait éviter d'avoir des stockages cloud. Il faut toujours les doubler d'un stockage physique. Par exemple, avoir un disque dur externe, vous faites vos sauvegardes hebdomadairement et puis vous gardez ce disque dur bien en sécurité avec vos données sensibles, comme peut-être vos passeports, vos fiches de paye et autres que vous devez conserver à la maison. Bon, la sauvegarde, ce n'est pas un élément facile à gérer. Alors si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux ou à faire appel à nous pour vous aider à gérer vos sauvegardes d'un point de vue professionnel, parce que c'est extrêmement important et on le voit, c'est pas simple. On pense souvent qu'on pose nos données comme l'a dit Anaïs, sur un support en ligne, type OneDrive, etc. Mais ce n'est pas de la sauvegarde, c'est juste un stockage temporaire. Donc si on efface les données, elles sont perdues. Donc la sauvegarde au niveau on ne parle pas de personnel, mais d'un point de vue professionnel, c'est quand même fondamental pour les entreprises. Il est donc très important d'avoir une vraie politique de sauvegarde des données. On va parler des outils que l'on peut mettre en place et qui sont importants d'être mis en place pour vous protéger, à la fois d'un point de vue personnel, à la fois d'un point de vue professionnel. On en a déjà parlé dans l'épisode 2, mais on va revenir un petit peu dessus. On va faire une petite piqûre de rappel. Il y a deux types d'outils. On va utiliser les pare-feux et les antivirus. Alors le pare-feu, pour rappel, il agit un peu comme une barrière entre le monde extérieur et votre ordinateur ou votre réseau d'entreprise. Donc une barrière entre le trafic qui va entrer et le système d'exploitation ou l'infrastructure réseau. L'antivirus, lui, en fait, c'est un outil qui est installé sur votre système d'exploitation et qui va essayer de contrer au maximum toutes les attaques malveillantes que l'on peut rencontrer sur Internet. Donc il est important d'avoir les deux, en sachant qu'ils sont extrêmement complémentaires. Donc l'installation d'un programme antivirus permet d'éviter tout type d'outils malveillants qui pourraient venir sur votre poste ou vous attaquer. Il est important, on le redira après, mais de le mettre à jour régulièrement. Donc l'antivirus, deux classes, on va en parler, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. D'un point de vue personnel, on vous recommande, malgré tout, d'avoir un antivirus que vous installez, que vous allez acheter et qui va s'installer sur votre poste. Bien le configurer et surtout automatiser ses mises à jour. Ça, c'est assez simple à faire, mais il est possible que votre antivirus, tout seul, se débrouille pour aller chercher les bases antivirales sur Internet et qu'il aille les chercher toutes les heures, toutes les 2 heures ou toutes les 4 heures. Bien l'automatiser parce que vous aurez autre chose à faire que d'y penser, mais bien le faire pour que votre base antivirale soit le plus à jour possible. Il existe des dizaines de virus qui sont mis à jour régulièrement par des personnes malveillantes
Et si vous le mettez à jour une fois par mois, pendant ce mois-là, vous risquez de subir des attaques et que votre antivirus ne sera pas capable de détecter. D'un point de vue professionnel, cette fois-ci, on vous recommande, si vous avez moins de 10 personnes dans l'entreprise, d'installer des versions personnelles des antivirus et de les mettre pareil à jour extrêmement régulièrement. Et pour toutes les entreprises qui ont, on va dire, entre 5 et plus d'utilisateurs, on vous recommande cette fois-ci de choisir des versions centralisées avec un seul outil qui va protéger l'ensemble des postes. Mais là, c'est des outils beaucoup plus professionnels. Quant aux pare-feux, on ne saurait que trop vous conseiller, même à titre personnel, de les installer. C'est-à-dire que vous ayez du matériel et des systèmes d'exploitation de type Microsoft, Apple ou Linux, ils sont tous équipés d'un pare-feu aujourd'hui, vérifiez qu'ils sont bien activés et qu'ils sont à jour et qu'ils sont vraiment utiles pour votre poste. Donc ça, c'est pas compliqué, ça se vérifie assez facilement, mais faites-le. D'un point de vue professionnel, pareil, pour tous les postes de l'entreprise, activez les pare-feux de chaque système d'exploitation, de chaque ordinateur ou de chaque tablette si possible. Et en même temps, à ce moment-là, installer, comme on avait vu la dernière fois, un pare-feu professionnel. C'est-à-dire c'est vraiment le pare-feu qui sera en coupure entre Internet et l'ensemble des périphériques de l'entreprise. Bien sûr, vos ordinateurs, mais également vos téléphones, vos tablettes et tous les objets connectés. Donc on parlait des mises à jour de l'antivirus, mais il y a aussi les mises à jour système. En fait, elles contiennent énormément de correctifs, ce qu'on appelle des patchs, qui renforcent la sécurité de l'ordinateur face aux menaces potentielles et quotidiennes. En fait, elles sont parfois automatiques, même souvent, mais elles peuvent être aussi mises à jour et configurées manuellement. Il faut s'assurer qu'elles soient faites régulièrement et qu'il n'y ait pas d'erreur ou de blocage, parce que c'est ultra important comme mise à jour. Après, on va vous parler de sécuriser son réseau sans fil. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes. Vous le savez maintenant que tout ce que vous faites sur Internet, que ce soit réellement vous ou pas, ça vous engage. C'est-à-dire que s'il y a des choses malveillantes qui sont faites via votre réseau Wi-Fi, c'est votre responsabilité qui est engagée. Donc il est vraiment important de se protéger de ce niveau-là. Donc on a plusieurs choses à vous proposer. C'est de cacher votre réseau Wi-Fi, de le rendre invisible à toute personne autre que vous ou les personnes de votre foyer qui en auraient besoin. Donc c'est assez simple, il suffit de bien noter le nom de son réseau pour le retrouver quand vous en aurez besoin avec vos périphériques, et ensuite de masquer son réseau Wi-Fi tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'on va vous recommander, c'est de choisir une méthode de protection du mot de passe assez solide, puisque c'est, encore une fois, le mot de passe, c'est le premier rempart à vos données et à votre connexion, surtout dans ce cas-là. Ensuite, il va falloir changer votre mot de passe par défaut du Wi-Fi, puisque voilà, même si c'est généré et que vous voyez toujours des clés à rallonge, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose qui va être individuel et que vous allez pouvoir personnaliser, en gardant bien en tête que 12 caractères, là c'est même pas suffisant, il en faudrait 17. Et puis la règle qui est importante, c'est de ne pas donner son réseau Wi-Fi à n'importe qui, c'est-à-dire que même si vous connaissez bien le voisin ou votre copain, vous ne savez pas ce qu'il fait le reste du temps quand vous n'êtes pas là. Donc il faut quand même faire attention à tout ça. Avec le Wi-Fi, il y a pas mal de choses qui se sont développées, notamment les objets connectés. En fait, on le voit de plus en plus, ils commencent à envahir notre maison. Parfois, en fait, ils sont tellement intégrés à notre quotidien qu'on ne se rend même plus compte que c'est un objet connecté. Vous allez avoir bien sûr les sonnettes, les systèmes de surveillance, jusque-là ça paraît plutôt logique, mais on voit de plus en plus d'appareils électroménagers, des lave-vaisselle, des lave-linges, des frigos qui remplissent votre panier de courses en ligne automatiquement en fonction de vos besoins. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Voilà, les ampoules connectées. Ce qui est important, c'est qu'il faut sécuriser chacun de ces appareils puisqu'ils ont tous accès à des données très très personnelles et sensibles. Vous imaginez, s'il y a une faille de sécurité, au niveau de votre système de vidéosurveillance interne à la maison, ça peut faire des dégâts. Donc voilà, on vous recommande de changer vos mots de passe si leur configuration le permet, et sinon de sécuriser l'ensemble pour que des données ne soient pas divulguées à votre insu. On va parler un petit peu de chiffrement des données. Il arrive qu'on ait besoin de documents et que l'on n'utilise pas forcément nos propres périphériques, ou qu'on soit obligé de se balader avec nos fichiers dans des endroits qui ne sont pas vraiment sûrs. Pour cela, il existe une technique qui permet de chiffrer vos données, c'est-à-dire que vos données vont être... c'est votre donnée, vous mettez un mot de passe et le fichier sera
ce qu'on appelle crypté, il sera chiffré. Ce qui veut dire qu'il faudra le mot de passe pour le déchiffrer. Un exemple dans la vraie vie, c'est simplement, vous mettez un cadenas pour la porte de la cave dans une copropriété, et il faut bien évidemment la clé pour accéder à la cave. Si vous avez des choses à protéger, si vous avez besoin de cacher certaines choses, il faut utiliser ce genre de cadenas. En informatique, ça s'appelle le chiffrement des données. À titre personnel, on peut vous le recommander, même si vous n'avez pas forcément grand-chose à cacher, vous n'avez peut-être pas forcément non plus envie que n'importe qui puisse avoir accès à vos données, à vos comptes, à ces éléments-là, ou à des documents que vous allez rédiger. Et vous savez que vos enfants vont utiliser le poste informatique parce que vous n'en avez qu'un ou qu'une tablette. Il est important à ce moment-là, à vos yeux, de dire n'importe qui ne doit pas avoir accès à certains fichiers ou à certains dossiers de mon ordinateur. Donc vous allez les chiffrer et vous allez garder cette clé avec vous. Alors attention quand même, c'est que le jour où vous perdez la clé, vous perdez également l'ensemble du document parce que personne ne pourra vous déchiffrer votre fichier. D'un point de vue professionnel, on le comprend plus aisément parce que vous pouvez avoir accès ou vous pouvez vous-même créer des fichiers de comptabilité, de placement ou d'orientation entreprise ou des brevets. Ou si vous êtes avocat, médecin, journaliste et que vous êtes tenu au strict secret professionnel, vous avez besoin que ces documents, vous avez besoin que des dossiers complets soient chiffrés et que n'importe qui ne puisse pas venir les récupérer. On l'a vu très souvent, un médecin s'en va le soir, il y a quelqu'un qui vient faire le ménage. Si le médecin n'a pas fermé correctement son ordinateur, que toutes les données sont accessibles, n'importe qui peut... même homme ou femme de ménage, venir récupérer les données. Donc, ce qui peut être extrêmement dangereux. Donc, on peut comprendre qu'on ait envie de protéger ces données, et donc le chiffrement va vous permettre de dire, ok, mes données sont sur mon disque dur, d'autres personnes peuvent venir sur mon ordinateur ou ma tablette, mais d'un autre côté, il lui faut quand même un identifiant, enfin un mot de passe pour venir déchiffrer ces données-là. Donc, c'est quand même rassurant et ça permet de protéger ces données. Comment fonctionne le chiffrement? On peut le voir sur le schéma. Vous avez un fichier à partager, vous avez un mot de passe, vous allez chiffrer le mot de passe, enfin vous allez chiffrer le document avec le mot de passe, vous allez envoyer le document par messagerie, vous allez envoyer la clé bien évidemment par un autre moyen que par le même mail, par exemple par un SMS, et la personne à l'autre bout va le déchiffrer. Alors, prenons notre exemple de Bob et d'Alice. C'est la même chose que ce que l'on vient de voir. Alice souhaite envoyer un message et elle n'a pas envie que n'importe qui le lise, elle a envie que Bob le lise. Donc Alice va prendre un document, va le chiffrer avec un mot de passe, elle va envoyer le document par messagerie ou sur un NAS ou dans le cloud à Bob, elle va dire à Bob « tu trouves le fichier à tel endroit », elle va envoyer simultanément, soit par téléphone, soit par SMS, le mot de passe à Bob, Bob va aller chercher le document sur Internet ou sur le NAS, va le récupérer, va rentrer le code et il aura accès au document que lui aura envoyé Alice. Ça permet donc, on le voit, même en utilisant des données ou des réseaux publics ou sur des ordinateurs partagés, d'envoyer ou de recevoir des messages ou des données ou des documents qui vont être cryptés et s'assurer que personne d'autre que les personnes autorisées vont pouvoir le lire. Comment peut-on chiffrer ces données? Alors, il existe tout un tas de techniques. Sachez qu'il existe des outils relativement simples comme AXCrypt ou 7zip qui sont recommandés par la CNIL et qui vont vous permettre de chiffrer facilement n'importe quel fichier ou également n'importe quel dossier. Sachez qu'il est aussi possible de chiffrer au moment de l'installation votre disque dur. Les systèmes comme Apple ou Linux le font en natif si vous les configurez correctement, ce qui veut dire que dès que vous éteignez votre ordinateur, même si quelqu'un ouvre votre ordinateur, il ne pourra pas récupérer les données, elles seront chiffrées. Il est également possible, encore une fois je me répète, mais si votre poste est accessible par d'autres personnes, si vous mettez des documents sur le NAS ou si vous mettez des documents sur des OneDrive ou des Dropbox, etc., de stocker vos données de manière chiffrée. Eh bien, merci Nicolas pour toutes ces explications sur le chiffrement des données qui est un petit peu plus clair pour moi. J'espère que pour vous aussi en tout cas. Merci de nous avoir suivis pendant ces 4 épisodes pour ceux qui l'ont fait ou peut-être ceux qui le découvriront plus tard sur la chaîne YouTube ou sur le site de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, nous restons disponibles sur les réseaux sociaux pour que vous nous posiez toutes vos questions. Vous aurez toutes les infos en barre d'infos, donc où retrouver les vidéos si vous souhaitez le revoir ou aussi pouvoir nous contacter. N'hésitez pas si vous avez des questions techniques ou des questions par rapport à ces outils ou par rapport à ces webinars, si vous avez besoin d'aide et d'être accompagné, 3S Sécurité est à vos côtés.
bénéficierez de nos experts pour vous aider à mettre en place tout ce que vous avez besoin pour votre entreprise et sécuriser vos données. Merci Nicolas. Merci Anaïs. Merci à vous. Merci à vous tous et toutes.